vous êtes sur la chaîne de Témoins. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Témoins. C'est très important pour le référencement. Moi, je me suis jamais présenté comme un journaliste neutre. J'ai toujours dit que j'éditorialisais ce que je présentais. Guillaume Meurice, par exemple, a fait campagne à demi-mot pour Jean-Luc Mélenchon. Rutel Crève a fait campagne à demi-mot pour Emmanuel Macron. Donc en fait, on voit bien que l'éditorialisation gêne uniquement quand le candidat qui est aidé n'est pas celui produit par le système. Puisqu'on parle souvent des jeunes et du vote d'extrême gauche, mais le vote à droite et dans la droite qu'on appelle nationale ou extrême droite est aussi très important. Il n'y a qu'à voir les scores que fait Bardella aujourd'hui. Donc il y a vraiment une demande. Je vous dis, on vit dans une époque où il y a une mainmise sur l'information de la gauche progressiste et libérale. Donc quand on va à l'encontre de ce discours-là, évidemment qu'on s'expose à la violence de groupes tolérés, que sont les antifascistes. Mais le truc, c'est que le wokisme a cette faculté en soi d'être une idéologie qui infuse partout. Alors on pourrait me dire, non mais il ne représente rien, statistiquement, non. Certes il ne représente rien, mais on connaît la loi de Pareto, c'est des gens qui ne représentent rien mais qui sont très puissants socialement, ils sont partout. Georges Mataran, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de me recevoir. Tout d'abord, Georges Mataran, pourriez-vous vous présenter? Georges Mataran, connu sous le nom de Georges Jordi ou Georges Streetwear. J'anime la chaîne de Georges sur YouTube, aussi sur Instagram, un peu sur TikTok, même si c'est pas de ma génération. Et je suis journaliste, qu'on pourrait dire un peu éditorialisé. Alors justement, j'allais y venir, vous avez aussi un parcours de journaliste. Vous étiez journaliste chez Valeurs Actuelles Plus, donc la chaîne de VA+. Ouais. On a cofondé avec Baudouin Wisselman, je tiens toujours à le dire, c'est important, Baudouin Wisselman, Raphaël Deberle, et grâce notamment à Geoffroy Lejeune, à qui on doit beaucoup. Justement, vous dites « je suis un journaliste éditorialisé ». Est-ce que la neutralité dans le journalisme existe, ou est-ce que pour vous, tous les journalistes ont ce côté éditorialiste? Je pense que dans le journalisme, il n'y a personne qui pourra vous dire, affirmer qu'il est neutre, parce qu'il n'y a pas de neutralité dans le journalisme, dans la mesure où même le choix des sujets n'est pas neutre. Il découle forcément d'un biais qu'on a sur la société qui va nous amener à choisir certains sujets plus que d'autres. La différence, c'est que contrairement à des gens qui se disent neutres, moi je me suis jamais présenté comme un journaliste neutre. J'ai toujours dit que j'éditorialisais ce que je présentais. Maintenant, si on regarde mes vidéos, on peut constater que je présente les faits, eux, de manière neutre, et ensuite j'en tire une analyse qui est éditorialisée, et les gens le savent. Je ne prends personne de travers quand je fais ça. J'essaye d'être le plus juste possible, tout en étant forcément un peu biaisé par le choix de mes sujets. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé là-dedans, dans le journalisme? Parce que c'est sans doute dû un peu à mon parcours personnel, où quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'étais moi-même dans un milieu qui était très politisé dans mon école, et j'ai constaté un manque de représentation des idées que je trouvais importantes, donc des idées patriotes. J'étais pas forcément très à droite à l'époque, et je considère toujours pas. Je suis plutôt très taquin, on y reviendra, mais je suis pas forcément très à droite, et j'ai constaté quand j'étais à Sciences Po qu'il n'y avait pas de représentation médiatique et même dans le combat culturel de cette jeunesse de droite qui existe et que je trouvais pas quand j'allais sur YouTube ou sur TikTok ou sur Insta. Et donc j'ai voulu lancer ça tout d'abord en intégrant un journal qui, j'ai l'impression, représentait une part importante de la jeunesse, donc qui était Valeurs Actuelles, puisqu'on parle souvent des jeunes et du vote d'extrême gauche, mais le vote à droite et dans la droite qu'on appelle nationale ou extrême droite est aussi très important.
Il n'y a qu'à voir les scores que fait Bardella aujourd'hui. Donc il y a vraiment une demande de représentation de cette jeunesse-là que je trouvais à l'époque un peu manquante, puisqu'on avait, alors si je me rappelle bien, il y avait TV Liberté, mais qui étaient des formats assez longs et un peu portés par et pour une classe assez âgée. Hein. Et sinon, c'était assez résiduel les formats qu'il y avait à droite. Donc je me suis dit, enfin on s'est dit avec Baudouin, que la meilleure manière de présenter nos idées, c'était de le faire avec les codes culturel qui était celui du mass média, donc de Combini, Brut et consorts. Donc on s'est lancé là-dedans. Et puis j'ai l'impression que ça a quand même bien pris, vu qu'on a montré que qu'on pouvait avoir une audience, qu'on pouvait aller chercher une audience qui n'était pas forcément acquis dès le départ. Il y a quand même une part de risque à faire de la vidéo. Pourquoi avoir choisi spécifiquement le journalisme vidéo ? Parce que je pense être, je pense avoir, je sais sans me jeter des fleurs ou quoi que j'ai une capacité d'analyse sur l'actualité. Maintenant, j'essaye aussi d'incarner ce que je dis. Et je trouve que c'est aussi un des avantages du journalisme papier, c'est qu'il est très peu incarné. À part si la personne a une plume qui est caractéristique, c'est difficilement incarnable. Je trouve qu'il y a une plus grande marge de manœuvre quand tu incarnes ce que tu dis que quand tu l'écris simplement. Et je trouve qu'on est dans une époque où l'information doit être incarnée pour être comprise et pour être transmise. Et ouais, c'est ce qui m'a poussé à me dire, je ne vais pas seulement écrire ce que je pense, je vais le dire, je vais l'affirmer, je vais le dire d'une certaine manière pour que mon message soit audible auprès du plus grand nombre. Et je pense que la vidéo était et est encore aujourd'hui la manière d'être le plus audible auprès du plus grand nombre et des plus jeunes. VA+, un passage chez Livre Noir aussi, qui est un média en ligne, un passage également, et certains passages toujours dans la revue de La Furia, ouais. Et aujourd'hui votre propre chaîne. Ouais. Est-ce que tous ces passages ne montrent pas aussi qu'il y a peut-être un espèce de microcosme qui existe dans les influenceurs, j'inclus journalistes également, de droite? Alors, est-ce qu'il y a un microcosme chez les influenceurs à droite? Je pourrais faire un peu le faux cul et vous dire non, on est ouvert à tout. Évidemment qu'il y en a un. Évidemment qu'il y en a un. La question, c'est plus, est-ce que le microcosme est inhérent à chaque milieu dans lequel on est? Oui, évidemment que, qui plus est, quand on est à droite, parce que, en fait, quand on est à droite, ou en tout cas quand on est étiqueté à droite, parce que c'est assez rare que les gens s'étiquetent eux-mêmes à droite, c'est plutôt les autres qui les étiquetent, mais quand on est étiqueté à droite, on est très peu. En fait, et même numériquement, on est très peu. En fait, vous pouvez, là, si je vous demande, comptabiliser les 10 influenceurs qui existent à droite. Ce qui n'est pas le cas à gauche. À gauche, on en a des centaines, voire des milliers. À droite, on en a très peu. Donc, naturellement, vu qu'on est très peu, on a tendance à se rejoindre. Et même à se voir, je veux dire, physiquement, à se côtoyer, à être amis, vu qu'on est très peu. Donc, ça crée évidemment un microcosme. Alors, on peut nous le reprocher en disant, ouais, vous traînez qu'avec des mecs qui sont à droite. Ouais, mais en fait, on est tellement peu. On n'a pas le luxe d'avoir plusieurs microcosmes ou d'être ouvert sur le monde parce qu'on est tellement peu qu'on a cette idée un peu de survie du groupe, quoi. Donc oui, évidemment qu'il y a un microcosme. Maintenant, ce microcosme-là n'est pas sectaire. Hein, et il n'y a qu'à voir La Furia. Laura fait un travail fou là-dessus. Elle accueille plein de monde, de plein d'horizons différents et même de plein de droites différentes. Et même parfois pas juste de la droite. Hein. Il y a des gens qui sont, je pense à Pénaud notamment, qui n'est pas quelqu'un qui est très politisé, qui a une gouaille, qui a un verbe, mais qui n'est pas forcément très politisé. Et elle arrive à rassembler ces influenceurs-là qui sont un peu, qui gravitent dans la sphère, elle arrive à les rassembler, à les faire cohabiter. Donc oui, évidemment qu'il y a un microcosme. Maintenant, ce microcosme, il est ouvert sur le monde et il ne demande qu'à s'agrandir avec des têtes qui vont émerger parce que le message va être de plus en plus accepté par les gens. Vous l'avez dit tout à l'heure, vos vidéos ont un certain succès, que ce soit celles qui étaient sur Valeurs Actuelles Plus ou maintenant sur votre chaîne, vous engrangez des millions de vues. Comment vous expliquez votre succès? Mais parce que c'est la même raison qui explique qu'il y a un microcosme, c'est qu'on est très peu. En fait, on est tellement peu à avoir... En fait, on est beaucoup à penser ce que je pense, mais on est très peu à le dire ouvertement. Donc forcément, quand il y a peu d'offres, il y a une énorme demande. C'est la loi du marché, c'est un peu malheureux à dire, mais et comme très peu de gens assument ouvertement ce qu'ils pensent,
parce qu'aussi on vit dans une époque où il y a une terreur médiatique et une terreur sociale. On pourrait y revenir si vous voulez, mais le fait d'assumer, d'aimer son pays, d'être patriote, d'être conservateur, ça entraîne forcément un écartement du groupe, une ostracisation sociale. Donc on est très peu à le faire. Donc celui qui le fait, il bénéficie d'une large audience, évidemment, puisque, je vous dis, 30% des jeunes votent à la droite de la droite. Donc évidemment, quand il y en a un qui émerge, bah, on a tendance à s'identifier très facilement à lui, surtout quand les formats sont récurrents, ce qui va aider l'algorithme de YouTube. Et quand il y a une certaine... Bon, je ne vais pas me jeter des fleurs, je pense que ce que je fais est un contenu qui est relativement qualitatif. Pas parce que ce que je dis est intelligent, j'essaye évidemment de travailler ce que je dis, mais la forme aussi, et je pense il joue beaucoup. J'essaye de faire des vidéos de qualité, travailler avec du fond, en donnant des billes intellectuelles à ceux qui m'écoutent, pour qu'ils puissent eux-mêmes, à leur tour, dans leurs cercles sociaux, ressortir ce que je dis, parce que ce que je dis est sourcé. Je ne fais pas du commentariat d'actualité, j'essaie d'aller voir dans la profondeur, faire un peu de voir un peu le delta qu'on peut avoir, nous, quand on analyse l'actualité, en recherchant des auteurs que j'ai pu étudier, moi, dans un prisme de gauche. Donc ouais, non, j'essaye d'avoir une profondeur dans ce que je dis, ce qui peut expliquer le succès, mais c'est aussi et surtout parce qu'on est très peu à le faire. Et justement, vous parliez tout à l'heure des risques, j'aimerais qu'on y revienne. Vous avez été agressé physiquement, verbalement assez régulièrement, mais physiquement plusieurs fois, notamment par un groupe d'antifascistes, si je ne me trompe pas. La Jeune Garde. Est-ce qu'aujourd'hui c'est dangereux d'être influenceur de droite et d'assumer effectivement ses idées en vidéo? Bah, tout est relatif, c'est dangereux par rapport à quoi? Par rapport à être un journaliste lambda ou d'extrême gauche? Oui, de fait ça l'est, parce que je vous dis, on vit dans une époque où il y a une mainmise sur l'information de la gauche progressiste et libérale. Donc quand on va à l'encontre de ce discours-là, évidemment qu'on s'expose à la violence de groupes tolérés, que sont les antifascistes. Maintenant, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est évidemment moins dangereux qu'être policier, pompier, militaire. Évidemment, on ne prend pas énormément de risques. Mais c'est vrai que, en fait, c'est pas tellement que c'est dangereux, c'est que quand le danger vient, on s'en fout un peu, en fait, vu qu'on part du principe qu'en étant de droite, on s'est exposé nous-mêmes. Donc, quelque part, c'est un peu normal ce qui nous arrive. C'est surtout ça qui est dangereux. C'est il y a un discours, il y a une rhétorique excusante qui accompagne le fait de s'exposer quand on est à droite. Pour en revenir à vos vidéos, comment est-ce que vous choisissez les sujets d'actu que vous allez traiter? Bah, c'est un processus qui est un peu complexe, parce que je regarde ce qui a une potentialité de marché, évidemment. Comme je propose un produit, donc évidemment il faut que ça attire, donc j'essaye d'attirer sur des thématiques qui vont évidemment faire cliquer, mais parallèlement à ça, en fait il y a des sujets sur lesquels je m'attaque pas, parce que je sais que j'aurai pas la profondeur pour amener un message intéressant ou un message qui peut être enrichissant pour l'audience, mais au-delà de ça, le choix des sujets, c'est ce que je maîtrise. Je parle rarement de ce que je ne maîtrise pas. Il y a très peu de sujets que j'aborde en définitive. Hein. J'aborde la sociologie, l'économie, la géopolitique. Donc en fait, c'est un peu mes cœurs de cible, mais je sais que la biologie, j'aborde assez peu. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui seront mieux à même de le faire. Mais ouais, non, j'essaie de conjuguer un sujet qui pourrait être intéressant pour une audience avec mes connaissances à moi, de mec qui a fait Sciences Po et les écoles que j'ai pu faire. Vous vous faites aussi parfois plaisir en faisant des vidéos sur le MMA? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est un peu le revers de la médaille agréable. C'est-à-dire que quand on a une grande audience, on peut choisir un peu des sujets qui ne seront pas forcément très regardés, mais on s'en fout un peu parce qu'on fait ça pour le kiff. Alors, vous prenez l'exemple du MMA. Il y a ça, mais il y a aussi des sujets. J'ai fait une vidéo assez longue de 45 minutes où j'explique le conflit en Tchétchénie, qui n'est pas un conflit qui est très bien connu, qui est un peu méconnu en France, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai débuté, moi, ma connaissance en géopolitique. Mon mémoire, c'était sur ça. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je l'ai fait, ça n'a pas forcément fait beaucoup de vues, il a été interdit au moins de 18 ans, enfin bref, le truc atroce quand tu es youtubeur. Mais j'ai choisi de le faire parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant et qui fait écho à une perception qu'on peut avoir en France des Tchétchènes. Donc je trouve ça intéressant aussi de le faire. Donc oui, je me fais plaisir de temps en temps. Ouais. Est-ce que vous avez des mentors ou des figures qui vous ont inspiré pour débuter cette carrière? Tu veux dire dans le milieu médiatique? Journaliste. Des mentors dans le journalisme. Non, mais en fait, le mentor que j'ai pu avoir
C'est pas un secret. Ça a été Geoffroy quand on était à Valeurs. Pas parce que ce qu'il disait nous intéressait, parce qu'enfin on s'en battait un peu les couilles. Hein. Enfin, en fait, on l'écoutait, mais en fait, on connaissait tellement son message que. Mais c'est surtout sur l'abnégation du gars, le fait qu'il fasse des journées de 19 heures, qu'il dorme 2 heures. Il y a un côté sacrificiel dans ce qu'il faisait. Alors, je le vois beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque, on le voyait tous les jours. Et ouais, de fait, c'est très inspirant, parce que c'est pas évident. Et surtout, il le fait pas pour l'oseille, pas pour le gain de popularité, parce qu'il s'en fout, il le fait vraiment parce qu'il est convaincu de ce qu'il fait. Et donc, oui, tous ceux qui font ce métier de journaliste et qui le portent tellement haut que ça en devient un sacrifice humain, c'est évidemment très inspirant. Donc, ceux que j'ai côtoyés personnellement, c'était Charlotte, Geoffroy, mais plus généralement, les grands reporters de guerre. Je sais que j'avais eu l'occasion de rencontrer Régis Le Sommier. Bah, c'est de fait très inspirant. Parce que c'est des gens qui, vraiment, dans une société aujourd'hui où, qui plus est, la jeunesse fait énormément de choses pour un gain immédiat. Donc c'est pour les likes, c'est pour les trucs. Donc il faut que ce soit sensationnel, il faut que ce soit très rapide. T'as des mecs qui font des reportages de 6 mois où ils vont s'enculer la gueule en Ukraine ou en Palestine ou en Cisjordanie. Et tu te dis, putain, c'est quand même une leçon de vie, quoi. Donc pour vous, l'arrivée des influenceurs de droite a permis de diversifier la plateforme YouTube ou les différentes plateformes en ligne? Bah ouais, carrément, ouais. Ouais, carrément. Ça devait arriver parce que je te dis, il y avait une génération de personnes qui ne trouvaient pas de débouchés, ne trouvaient pas d'audience. Et même, en fait, pas que dans le journalisme, hein, dans le combat culturel de manière générale. Donc dans l'humour, dans la musique, dans le soft power, il n'y avait pas de débouchés à droite. Et évidemment que des influenceurs, mais je ne suis pas le premier, hein, les premiers c'était Raptor, c'était Hugo, c'était des mecs qui vraiment pour le coup ont été dans les 3-4 premiers à se montrer ouvertement, à montrer leur gueule en ayant un discours qui était encore plus dangereux à l'époque. Donc ouais, ça a permis de diversifier et j'espère que dans 5-10 ans, on aura peut-être 10 à 15 fois plus d'influenceurs à droite qui assument leur discours et qui assument les idées. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce qu'il n'y a pas toute une nouvelle génération? Je pense notamment à TikTok surtout, même s'il y a un décalage générationnel pour vous, visiblement. Est-ce qu'il n'y a pas déjà toute une nouvelle génération qui débarque sur différentes plateformes en assumant ces idées de droite qui, jusqu'à maintenant, étaient totalement diabolisées et interdites? Ouais. Mais non, mais c'est ce que je te dis. Il y a une nouvelle génération qui débarque. C'est très cool, tant mieux. Le seul risque qu'on peut noter, c'est que c'est une génération qui est peut-être pas assez formée politiquement. Alors on peut pas lui en vouloir parce que la formation politique à droite elle est évidemment pas universitaire, donc elle se fait par des biais un peu de traverse sur YouTube. Mais on peut se demander, on peut se dire que le risque de cette nouvelle génération-là, ce soit qu'elle soit de droite par simple opposition. Donc elles voient le climat politique, elles se disent bon, il y a une mainmise à gauche, on va être à droite pour faire des vues, pour faire des likes, sans que ça fasse écho à un cursus intellectuel et académique et rhétorique assez important pour pouvoir convaincre les masses. C'est ça le risque, c'est de se poser en s'opposant, c'est d'avoir juste des jeunes qui sont à droite parce que c'est cool d'être à droite, que ça devienne une mode. Comme plein d'autres phénomènes sont devenus une mode. Je pense notamment au wokisme qui a été une mode pendant très longtemps. Black Lives Matter, c'était une mode. Enfin bref, donc que le fait d'être de droite, d'aimer son pays, d'être patriote, ça devienne une mode. Et que ça fasse pas écho à un ressenti profond et humain, en fait. Que ce soit juste, je m'oppose à des gens que je vois, je vais être de droite parce que c'est stylé. Voilà, c'est ça le risque qu'on peut avoir avec des plateformes comme TikTok ou Instagram. Autre question, tout à l'heure on parlait de microcosme, de communauté. Ouais. Est-ce qu'au final, lorsqu'il y a une erreur qui est commise par un de nos compères, est-ce qu'au final on n'en est pas également responsable? Est-ce que la responsabilité, est-ce qu'on ne porte pas les tares de l'autre parfois? Bah évidemment, bien sûr. Mais encore une fois, tout est lié au fait qu'on soit très peu. Parce qu'en fait, le fait qu'on soit très peu, on devient très vite une famille. Tu vois? Et dans chaque famille, un problème d'un tel va impacter le groupe social, hein, même si on veut parler de manière anthropologique, c'est le groupe social qui est impacté par les agissements d'une seule personne. Donc évidemment que ce microcosme-là
on peut le porter à bout de bras sur nos épaules, ça peut être très agréable, comme ça peut être un peu handicapant. On va se dire, mais attends, toi t'es pote avec un tel, qui connaît un tel, qui a déjà vu un nazi dans sa vie, je peux pas te parler. Évidemment, c'est le risque, mais c'est inhérent à chaque groupe qui émerge. J'ose espérer que, je vous dis, dans 10-15 ans, il y ait plein de personnes et qu'on ne fasse plus tellement cette histoire de microcosme, mais que ce soit vraiment des familles de pensée qui soient bien distinctes et qui se rejoignent tous dans l'amour de la France. Vous avez perdu des amis, Georges? Ouais, À cause de vos vidéos? ouais. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos qui... En fait, c'était à l'époque de Valeurs. En fait, j'ai toujours assumé ce que je disais. Même quand j'étais à Sciences Po, j'ai toujours assumé. Moi, j'ai des tendances qui sont assez pas radicales, mais je suis rentré dans le militantisme grâce au royalisme. Donc, c'est un truc que j'ai toujours assumé, d'être royaliste. Mais les gens ont toujours accepté ça. J'étais pas médiatisé à l'époque. Donc, les gens ont toujours accepté que j'étais radical et solide sur les appuis intellectuels. Parce que quand tu es de droite dans ces milieux-là, tu dois forcément être solide sur les appuis. Sinon, tu te fais bouffer. Mais quand j'ai commencé à faire des vidéos un peu sur valeurs notamment, ouais, il y a des amis, notamment ma mère pote, qui m'a dit bah, je peux pas me permettre d'être. En fait, c'était encore pire que ça. Je peux pas me permettre d'être perçu avec toi. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, elle s'en battait les couilles. C'est juste le regard des autres. Ah, Bélec, j'ai pas envie d'être vu avec toi. Ça peut me porter une préjudice à moi. Ce qui est une perception très égoïste de la relation. Donc oui, c'est... et en fait, et tout le reste, j'ai plein d'amis encore qui sont évidemment pas d'accord avec moi, mais on est quand même sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que c'est un peu... T'as l'impression que c'est un peu un sacrifice qu'ils font en me parlant. En mode, bon, je te parle, mais c'est vraiment parce que c'est toi, parce que normalement, je devrais pas te parler. Donc, oui, évidemment que ça joue sur les relations qui peuvent être malsaines, évidemment. Parce que les gens vont se dire, bon, attends, est-ce qu'on peut encore lui parler? Ouais, bon, on va lui parler, mais c'est vraiment parce que c'est lui. Donc, c'est quand même, c'est pas sain. Donc, c'est évidemment, tout à l'heure, je parlais de sacrifice, et c'est un peu un sacrifice, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine fracture qu'on a pu voir au début des années 90, où il y a certains quartiers qui sont considérés comme de gauche, donc ça devient un repère des gens de gauche, certains quartiers qui sont considérés de droite, donc ça devient un repère de personnes de droite. Bien sûr. Est-ce qu'il y a pas cette nouvelle fracture aussi territoriale, je dirais, au plan des capitales? Bah, carrément, ouais. Il y a ça, il y a les gens ne se parlent plus, les gens ne dialoguent plus. Tu as mentionné les quartiers de gauche, mais c'est même beaucoup plus localisé. Tu as des bars de gauche, des bars de droite, tu as des cercles sociaux de gauche, des cercles sociaux de droite. Après ça, ce phénomène-là, tu l'as toujours eu. Dans les années 60, tu avais des bars de communistes, tu avais des bars de royalistes, tu avais des bars de l'Algérie française, tu avais des bars des porteurs de valises. Donc, tu as toujours eu cet aspect-là où il n'y avait aucune connexion entre les groupes sociaux politiques, évidemment. Maintenant, c'est sûr que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas l'intérêt de dialoguer. C'est ce qui est quand même assez triste. Avant, il y avait quand même un intérêt de dialogue, on portait très haut le débat. Même la confrontation, qu'elle soit physique ou pas, on la portait très haute. Mais là, aujourd'hui, je pense que les gens se suffisent à eux-mêmes. Ils peuvent rester dans leurs milieux sociaux et dans leurs milieux politiques et ça ne les dérangerait pas tant que ça. Et même carrément, ils seraient étonnés. Et ce qu'on voit beaucoup dans les manifestations, c'est que les gens sont étonnés de voir qu'on peut ne pas penser comme eux. Quand les résultats, c'est une anecdote un peu marrante, mais quand les résultats sont tombés du premier tour des élections présidentielles et que Marine était en tête en 2022, j'étais avec des potes de gauche et leur première réaction, ça a été de se poser la question, je suis sûr que c'est truqué parce que Marine est trop haute. C'est pour te dire le niveau d'absence de connexion avec le pays. On dit souvent qu'ils ne sont pas connectés au PRL et compagnie. Bah, sans doute qu'on ne l'est pas non plus très bien. Mais il y a quand même cette idée qu'il est impossible, impensable de ne pas penser comme eux, quitte à se demander si les élections sont truquées tellement Marine est haute, sans prendre vraiment en compte qu'elle répond à un besoin électoral. Donc. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'y arrive, tu parlais du revers positif de la médaille. Mais quels en sont les revers négatifs? Est-ce que justement tu dois éviter certains quartiers parce que tu es influenceur, parce que tu es connu? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux plus te permettre de faire et que tu faisais en étant anonyme? Bah moi j'ai quand même, même quand j'étais pas forcément très médiatisé, je suis pas très sociable.
Enfin, j'ai des potes, tu vois, mais je suis pas en chien de gens, en fait. Donc, ça m'a pas, ça m'a pas forcément changé le cours de mon existence d'être un peu plus médiatisé. Maintenant, c'est sûr que je vais pas aller me balader devant le Saint-Sauveur en faisant des doigts. Non. Je vais pas aller dans des bars antifa en me posant, en prenant une bière, en disant bon, alors, ça dit quoi? Non. Je suis conscient que ce serait un danger. Mais j'habite dans un quartier qui est résolument à gauche. Je suis vraiment très rarement emmerdé. Parce que aussi il y a ce... Bon, déjà, je pense que physiquement, je suis pas une brindille, donc pour m'emmerder, quand les mecs me sont tombés dessus, ils étaient quand même une bonne dizaine, quoi. Donc il faut vraiment, c'est une OP, quoi, de me casser les couilles. Donc il y a ça aussi, mais non, je suis très rarement emmerdé. Ça a pas, évidemment, ça a pas changé mon... En fait, ça a pas changé mon activité. En revanche, c'est vrai que parfois, quand je me balade et que je vois qu'il y a des regards un peu longs et insistants, ouais, je me dis, putain, c'est chiant en vrai. J'aurais bien kiffé ne pas avoir ces regards-là. De fait, je les retrouve quand je me balade et que je suis pas connu, mais qu'il y a des mecs qui veulent m'embrouiller pour d'autres raisons, tu vois. Genre, je sais pas, des mecs dans le métro ou dans les RER. Bon, parfois je me fais embrouiller, ou, enfin, pas comme tout un chacun français. Bon, je le suis, je pourrais être connu, pas connu, on s'en branle, je me fais embrouiller, quoi. Bon, en parlant de notoriété, vous avez eu la reconnaissance d'un acteur très célèbre français. Benoît Poelvoorde. Qui est de Benoît Poelvoorde. Rien que ça. Sinon, il y a un mec que j'aime énormément qui s'appelle. Alors, évidemment, je vais me ramasser tout le monde sur la gueule. Je l'aime beaucoup. Alors, si je le cite, évidemment, je vais me le prendre dans la gueule. Mais il s'appelle La chaîne de Georges. Bah là, pour le coup, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de revers négatif de la médaille. Tu peux pas imaginer le bonheur que c'est d'être reconnu par des mecs comme ça. Je t'explique pourquoi. Parce que si on est ostracisé socialement par nos potes, c'est justement parce on apparaît à leurs yeux comme très isolés. Tu sais, les chiffres, les vidéos, les vues et compagnie, ça veut rien dire pour eux. Pour eux, t'es juste un facho. Donc, t'apparais très isolé. Quand des gens qui bénéficient d'une aura nationale et de sympathie, donc vraiment des gens qui sont cool, c'est l'incarnation du cool. Ça s'est passé près de chez vous, c'est des vidéos avec Danny Boone, des films avec Danny Boone. Donc c'est l'incarnation du cool, ce mec. Et quand ce mec-là dit « je le regarde », il te rattache au monde du cool. Et auprès des gens, tu deviens plus le facho, tu deviens un mec évidemment tordu, mais qui est regardé par des gens cool. Donc c'est un espèce de « putain, allez vous faire enculer en fait, je suis quand même regardé par des mecs qui sont relativement stylés ». Et ça, c'est une putain de revanche. Et vraiment, je l'ai vécu comme... genre, j'étais évidemment très saucé, comme tout un chacun peut le comprendre, mais j'étais surtout... C'est un peu ma revanche personnelle. En mode, vous voyez, vous avez arrêté de me parler, vous avez fait les oufs à pas m'inviter à vos soirées. Ben en fait, le mec que vous n'avez pas invité, il est regardé par Benoît Poelvoorde. C'est ça un peu le délire. Pour en revenir sur le côté cool, vous avez aussi un style vestimentaire. Vous avez des tatouages, vous avez une coiffure, vous avez des boucles d'oreilles. Tout ce que... la caricature qu'on voudrait d'un homme de droite ne devrait pas être. Ouais. Est-ce que votre look est aussi parfois en décalage avec d'autres membres de droite? Bah en fait, ça c'est surtout une perception extérieure. C'est surtout les gens à gauche et même à droite qui se disent qu'une personne de droite devrait s'habiller comme ça. Parce qu'elles font peut-être un amalgame dans leur tête entre le milieu social et la pensée politique. S'il est de droite, c'est qu'il est bourgeois. S'il est bourgeois, il doit s'habiller comme un grand bourgeois. Petit pull en tricot, petite laine d'enculé et compagnie. Moi, c'est pas mon cas parce que c'est pas mon milieu. Tu vois, genre, j'ai pas changé de style vestimentaire non pas que je sois un bolos, mais de ma seconde à aujourd'hui, j'ai pas changé de style vestimentaire. Je me suis toujours adapté à ce qui était stylé pour moi, tu vois. Et c'est pas le fait d'être médiatisé qui va changer. C'est pas le fait d'aimer son pays qui va me dire comment je dois m'habiller. Tu vois, je m'habille comme un jeune de mon âge, j'ai 25 ans. Je vais pas m'habiller avec un costard cravate, no offense, parce que je dois représenter quelque chose. Non, je suis Georges, c'est mon swag, c'est mon style. Voilà, et puis évidemment, derrière, ça va alimenter un personnage que je kiffe, à savoir le mec qui prend la feinte en permanence. Ah ouais, t'aimes ton pays, mais tu portes du Nike. Ah ouais, t'aimes ton pays, mais t'es habillé comme des mecs que tu détestes. Et en fait, cette feinte-là, ça met déjà une atmosphère un peu de contradiction que j'aime bien.
Ça, je te l'accorde. Mais c'est aussi parce que c'est mon style et que j'ai pas changé et que je te mettrais des photos de moi quand j'avais des cheveux en seconde. C'est le même délire. C'est le même Georges avec le même polo, les mêmes casquettes, la même dégaine d'enculé, quoi. C'est pareil, ça va pas bouger. Georges, pourtant, en regardant vos contenus, on a l'impression quand même que vous êtes un peu monosujet. C'est-à-dire que vous reprenez souvent les sujets classiques de la droite, immigration, sécurité, wokisme. Ouais. Est-ce que, parce que ce sont les seuls sujets qui vous intéressent, vous, à titre personnel, est-ce que c'est parce qu'ils sont populaires auprès de votre communauté, ou est-ce parce que, pour vous, ce sont les 3 mots MAUX de la France actuelle? Alors, je dirais, sans tortiller, je dirais que c'est les 3. Mais c'est aussi parce que je pense que c'est les 3 virus les plus profonds de notre société. Je m'explique. Je pourrais parler évidemment d'autres choses que du wokisme ou que de l'immigration. Genre, j'ai plein d'autres sujets, et puis d'ailleurs, j'en parle. Hein, si on regarde dans mes vidéos, il y a plein de ma dernière vidéo, c'est sur Alcatel. C'est quand même pas le comble du wokisme ou de l'immigration. Mais le truc, c'est que le wokisme a cette faculté en soi d'être une idéologie qui infuse partout. Alors on pourrait me dire, non, mais il ne représente rien, statistiquement, non, non. Certes, il ne représente rien, mais on connaît la loi de Pareto, c'est des gens qui ne représentent rien, mais qui sont très puissants socialement. Ils sont partout. Dans les cabinets de com, dans les universités, c'est des profs d'université, et ils infusent dans le milieu politique qui, factuellement, arriveront et s'imposeront à la population. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avoir cette pensée-là de contradiction pour le wokisme, non pas parce qu'elle est numériquement importante, mais parce qu'elle sera, dans les 5 ou dans les 10 prochaines années, elle s'imposera à la population française. Par d'autres biais, en fait. Et c'est déjà le cas. Les profs d'université qui écrivent en écriture inclusive, le CNC qui est quand même institution publique, qui finance des films que je juge très dangereux pour l'unité nationale. Et cette pensée-là qui aboutit au CNC, elle vient des universités. Et elle vient justement de ceux qui ont dit « mais c'est pas important le wokisme, c'est un groupe de cheveux bleus, il n'y a pas de galère ». Non, cette meuf aux cheveux bleus est devenue présidente du CNC, qui désormais finance des films qui défont le lien social. Donc ouais, évidemment, on pourrait dire « ouais, mais attends, tu parles que de wokisme, tu parles que d'immigration, t'es raciste ». Évidemment, c'est les critiques qu'on reçoit, évidemment, quand on parle de ces sujets-là. Premier élément, parce qu'on est les seuls à les traiter, avec justesse. Quand on écoute des émissions de France Culture, parce que j'écoute beaucoup France Culture pour préparer les émissions, quand on écoute des émissions de France Culture, de France Info, de Blast, en fait, quand on écoute tous les médias qui parlent de wokisme, il n'y a pas de fondement réel de ce qu'ils disent. Il n'y a pas de fondement académique, scientifique de ce qu'ils disent. Ils en parlent parce qu'ils en sont convaincus. Donc, justement, j'essaie d'aller à l'encontre de ces mecs-là, et s'il faut en parler plus pour compenser l'absence de justesse dans le discours, j'en parlerai plus. Est-ce que vous seriez choqué d'apprendre que demain, un des journalistes de France Télévisions ou de BFM TV ou d'un autre canal d'information ait fait campagne pour un candidat à la présidentielle? Non. Je vous pose la question parce que vous... Oui, non, je sais. Non. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'éditorialisation de mon propos. Vous faites référence à ma participation aux vidéos que j'ai pu faire pour le candidat Éric Zemmour. À l'époque, si je le fais, c'est que je sens, tout comme bon nombre de gens à l'époque, qu'il y a un vrai engouement autour de cette personnalité. Je ne dis pas que je regrette d'avoir participé à ces vidéos-là, j'assume parfaitement. J'assume parfaitement avoir soutenu aussi Éric Zemmour. Je ne suis évidemment pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve qu'il a mis une bonne hiérarchie des problèmes, ce qui a peut-être manqué à Marine Le Pen la même année, en 2022. Mais alors, c'est marrant que tu te dises ça parce que Guillaume Meurice, par exemple, a fait campagne à demi-mot pour Jean-Luc Mélenchon. Rutel Creyf a fait campagne à demi-mot pour Emmanuel Macron. Donc en fait, on voit bien que l'éditorialisation gêne uniquement quand le candidat qui est aidé n'est pas celui produit par le système. J'ai l'impression, c'est pas du tout un discours victimaire que je te dis là, c'est juste objectivement, Salomé Saké par exemple, qui est une journaliste de Blast,
a été recruté par Glass, qui est un média qui est ouvertement d'extrême gauche, a été recruté en début d'année par France Info. Bon, est-ce qu'on lui reproche son militantisme? Non. Est-ce qu'on s'inquiète qu'elle ramène dans un média du service public des thématiques qui sont propres à l'extrême gauche? Je ne pense pas, ou en tout cas on lui en fait pas le procès. Donc voilà, donc oui, j'ai soutenu Éric Zemmour parce que je trouvais qu'il mettait une bonne hiérarchie dans les problèmes qu'il avait. On lui reprochait de pas avoir soutenu la réforme des retraites ou de ne pas être assez axé sur le pouvoir d'achat. Et il répondait très justement qu'en fait, ces problèmes-là sont subsidiaires quand ton peuple disparaît. Et en fait, cette pensée-là m'a profondément touché. C'est pour ça que j'ai souhaité donner tout ce que je pouvais à un mec qui présentait ces enjeux-là. Et c'est pour ça que dès lors que la campagne s'est finie, je suis retourné à ma vision d'éditorialiste. Alors, YouTube et les plateformes en général aujourd'hui permettent effectivement une plus grande expression, ce que vous disiez pour la droite. Est-ce que c'est le cas de la télé aussi? Je pense notamment à des chaînes comme CNews, qui aujourd'hui remettent en avant des discours, ou du moins des thématiques de droite. Ouais, bah non, mais c'est une très bonne chose. C'est le cas, c'est-à-dire que la télé aussi a changé? C'est une chaîne. Parce qu'on dit souvent, mais attends, regarde CNews. Ouais, c'est une chaîne. Il y a 18 chaînes de la TNT, il y a une chaîne qui est objectivement conservatrice. Je ne crois pas non plus que ce soit... c'est pas la panacée, c'est une chaîne qui est privée par ailleurs. Donc une chaîne privée qui a son orientation politique, ça me semble dans un pays démocratique, c'est pas, tu vois, on n'est pas sur une révolution. Le service public finance des documentaires qui vont objectivement à l'encontre de candidats politiques. Il y a quand même du travail à faire à ce niveau-là. Donc oui, évidemment, l'émergence de chaînes comme CNews, Europe 1, VA+, Livre Noir, oui, c'est une très bonne chose. Mais ça reste quand même à la marge pour l'instant. Ça ne vient pas accompagner un mouvement de fond de la population française qui, de fait, est beaucoup plus à droite que la télé le permet. Georges Matarand, on va vous laisser le mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter que je continue à animer ma chaîne avec le plaisir qu'est le mien quand je le fais aujourd'hui, et que le pays retrouve un peu une direction qui redonne envie aux gens à faire des gosses. Comme ça, on pourrait le dire.